va passer à cet affichage-là. Donc bonjour à tous et à tous dans ce nouveau webinaire. On est ravis de tous vous retrouver ce matin pour la suite du management, quelle prise en compte de la santé des agents dans la fonction publique. Donc nous avons aujourd'hui à nouveau Madame Élodie Letual qui est avec nous et Madame Gouzy. Avant de lui donner la parole pour ouvrir ce temps de travail, je voudrais vous préciser qu'effectivement, si vous avez des problèmes de connexion ou si votre Wi-Fi ne fonctionne pas bien, vous pourriez avoir des difficultés à suivre de manière confortable le webinaire. Donc, je vous inviterai à couper vos haut-parleurs d'ordinateur si c'est le cas et d'utiliser le numéro qui est affiché en bas de l'écran, le 01 94 00 57, en indiquant le code d'accès et vous aurez le son par téléphone. Voilà, je vous remercie de votre présence et nous allons débuter avec l'ouverture de Madame Gouzy. Alors bonjour à toutes et tous, chers collègues. Voilà, je pense que vous me connaissez tous, Monica Gouzy, directrice régionale du FIPHFP du Grand Est. Je vous remercie de participer très nombreux à cette deuxième formation sur le management, quelle prise en compte de la santé de vos équipes, qui est pour moi un accompagnement de nos employeurs et d'une demande de nos employeurs sur ce volet du management. Donc voilà, j'espère que cette formation vous sera profitable. Et ce que je souhaitais vous dire également, puisque vous êtes très nombreux, c'est que le FIPHFP conclut toujours des conventions de partenariat avec les grands employeurs publics de la région, que si votre employeur souhaite faire mettre en place une réelle politique handicap pour ses agents dans son établissement, je vous engage à me contacter pour venir faire une présentation à votre DRH, à votre employeur, si vous n'êtes pas encore déjà en convention. Cette année, il y a une mise en œuvre d'un nouveau conventionnement beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, qui est proposé par la direction du FIPHFP, donc moins lourd dans le pilotage. Donc ce sera plus bénéfique pour les personnes en charge du conventionnement, avec évidemment un accompagnement toujours de ma part et des services directs du FIP, aussi bien dans la construction de votre projet de convention que par la suite dans l'accompagnement de vos dépenses par un gestionnaire de convention dédié. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Vous avez tous mes coordonnées, ou en tout cas si vous ne les avez pas, enfin oui, je crois que vous les avez tous, mais je suis prête à vous les donner pour ceux qui ne les auraient pas. Et en tout cas sur le site du FIPHF, du Handipact, ils y sont. Et je vous souhaite une très bonne session de formation. On se reverra à la fin. Merci Madame Gouzy. Donc effectivement, aujourd'hui, donc ça va être la suite. On va être un peu plus dans l'opérationnalité. Donc avec Élodie, nous avons travaillé sur des personas. Donc c'est des situations fictives qu'on a essayé de développer de manière à vous présenter un certain nombre d'outils en tant que manager que vous pourrez utiliser. Donc on va traiter 3 points. Comment anticiper les situations de maintien dans l'emploi, comment participer à la recherche et à la mise en œuvre de solutions de compensation et comment anticiper le retour d'un agent à la suite d'un arrêt long. Donc tout au long des personas, nous on vous invite fortement à utiliser le chat, vos messages, vos questions. Et moi je serai en charge de remonter toutes vos interrogations auprès d'Élodie Letual, si ça sera plutôt le volet management, outils, etc. Vers Madame Gouzy, si c'est des questionnements en lien avec les aides du FIPHFP, voilà, le rôle du FIP ou la mobilisation des aides, pas de souci. Et donc du coup, je vous souhaite une bonne présentation. Donc pour commencer, nous avons le premier persona. Donc je vais vous le présenter. Je vous invite à bien écouter car ensuite nous avons un petit sondage justement qu'on va vous proposer.
Donc, Brian est adjoint technique dans la fonction publique territoriale. Il est titulaire d'un BEP en électricité qu'il a obtenu en 1987 et réalisé pendant 4 ans des missions d'intérim. Ensuite, il a travaillé dans une entreprise du bâtiment, donc dans le secteur privé, tout ce qui est pose d'isolation et électricité, bien entendu. Au-delà de ça, suite à une opportunité, il est parti dans une entreprise d'élect. Et enfin, en 2008, il a créé sa propre SA après 3 ans d'activité à l'entreprise Elect. Et en 2008, euh, donc son entreprise SA a eu des difficultés financières et il a donc cessé son activité. Il faut que je reprenne le fil. Il a intégré la fonction publique comme agent d'espace public. Au départ, il a été contractuel, il a été titularisé. Donc oui, c'est bien ça, titularisé. Donc son arrivée est très bien perçue par l'ensemble de l'équipe. Ses collègues le décrivent comme un bon vivant, agréable, qui aime rendre service. Donc très rapidement, il s'est adapté à ses nouvelles missions et utilise les nouveaux matériels, l'outillage nécessaire à son poste de travail. Donc bonne capacité relationnelle avec l'ensemble de l'équipe, un travail de qualité, une ambiance plutôt agréable. Des absences de courte durée sont facilement palliées par ses collègues de travail, à part en 2017 et 2018 où il a eu 2 arrêts de travail d'une durée d'environ 15 jours. Il réalise toujours un travail de qualité, l'ambiance reste sereine, pas de souci. En 2019, vous avez surpris quelques conversations en tant qu'encadrant dans le collectif de travail. Bah, je comprends pas, Sébastien, c'est pas un tir au flanc, d'habitude ça se passait bien. Brian, pardon, s'arrange toujours pour ne pas porter. Il est toujours en vadrouille quand on a besoin de lui et c'est pas lui qui court. Donc il est arrivé en retard à 10 reprises sur les 2 derniers mois. Et par ailleurs, les arrêts de 15 jours reviennent de manière récurrente sur une période estivale ou automnale où la charge de travail semble plus élevée, en tout cas est plus élevée en termes de constat sur l'équipe. Il a demandé à poser des congés entre 2 et 3 jours par mois depuis environ 6 mois. Donc il est de moins en moins joviable, très fatigué, il devient irritable avec ses collègues de travail qui ne veulent plus pallier à ses soi-disant difficultés. Donc voilà un petit peu le retour de l'encadrant. Je vais vous solliciter pour que vous puissiez maintenant, au vu des échanges, enfin voilà, de la présentation de la situation, indiquer quels sont les signes d'alerte que vous avez pu percevoir dans cette brève présentation. Hein. On est d'accord que là, c'est vraiment un exercice. Dans la réalité, ça se passe pas tout à fait comme ça. Mais l'objectif, c'est voilà, de vous faire participer à ce travail. Donc on voit qu'effectivement ça bouge un peu, il y a un changement d'attitude que vous avez souligné en grande majorité, des douleurs, une fatigue générale, une irritabilité, donc effectivement des changements aussi dans l'attitude, des retards. Donc on s'aperçoit effectivement que les signaux d'alerte peuvent être très nombreux. Ça bouge encore, donc je vous laisse terminer. L'évitement de tâches, effectivement, qui revient. L'absentéisme aussi peut s'interroger, effectivement. Donc ça, c'est tous des signaux d'alerte, effectivement, qui doivent vous parler parce que vous êtes certainement confronté à des situations plus ou moins similaires, avec des signaux d'alerte que vous pouvez retrouver dans l'accompagnement de vos agents. Très bien, donc là c'est à peu près stabilisé, on s'aperçoit que ce qui ressort davantage, tout ce qui est signaux relationnels, l'irritabilité, etc., tout ce qui est signaux physiques avec les douleurs, vous allez retrouver des signaux du comportement avec tout ce qui est absentéisme, retard, etc. Donc effectivement, modification du rythme de travail, évitement de tâches. Donc on retrouve en effet
tout ce qui avait été souligné dans la présentation, que vous avez très bien identifié. Donc, on évoque 5 types de signes, effectivement, sur lesquels, en tant qu'encadrant ou manager, vous êtes quand même relativement vigilant. Les signes physiques, notamment avec la fatigue qui avait été soulignée par quasiment l'ensemble des personnes présentes. Les signes émotionnels avec tout ce qui est irritabilité, changement d'humeur, etc., hyperémotivité. Les signaux sociaux avec justement des problèmes relationnels ou interpersonnels qui commencent à se greffer. Le comportement avec des changements d'attitude, mais ça peut aussi aller au-delà sur certaines situations. Et les signes au niveau de la performance, erreur, ralentissement, tâche, évitement de tâches. Donc effectivement, cette vigilance, elle est accrue de par votre mission d'encadrant. Malgré tout, c'est pas parce qu'il y a certains signes d'alerte que ça va être une situation de handicap ou en tout cas une problématique de santé. Et il va falloir s'interroger. On a vu la semaine dernière avec Élodie dans sa présentation qu'effectivement, le rôle de l'encadrant, c'était de systématiquement s'interroger sur la situation, sur les changements et pourquoi les choses se passent ainsi. Donc, c'est des changements-là qui, pour le coup, sont inhabituels et soudains dans la situation de Brian et qui semblent être durables puisque ça fait quand même plusieurs mois que la situation est présente et se dégrade. On a vu qu'il y avait des messages directs, mais on avait des messages indirects aussi de la part du collectif qui remontaient, que vous avez pu aussi souligner tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a identifié tout ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que sur un sondage sur une cohorte d'encadrants, on avait 43% des encadrants qui étaient en difficulté, eux, pour justement aborder le sujet directement avec l'agent. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à cette difficulté d'identifier des signaux d'alerte et comment on va pouvoir aborder la question. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer d'y répondre et c'est Élodie qui va vous donner quelques outils. Merci Céline, bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce matin. Alors, l'idée c'est en effet de vous donner cette fois-ci des outils, des guides, voilà, de remplir un petit peu votre mallette pour que vous puissiez vous sentir moins dépourvu dans des situations qui peuvent mettre mal à l'aise beaucoup de personnes. Dans des situations comme celle de Brian, vous avez à aborder des sujets qui peuvent être un peu tabous, qui peuvent être jugés comme très personnels. Et très souvent, on a constaté que du coup, les managers, ils diffèrent ou alors ils reportent sur le N+1. Sauf que votre rôle, c'est bien de manager votre équipe, comme on l'a vu la semaine dernière. Et donc, manager l'équipe, c'est aussi là aborder des sujets qui peuvent être difficiles. Alors, comment on fait pour aborder ces questions-là? Je vous propose une petite méthode qui est très facile à retenir avec un moyen mnémotechnique qui est PICTO. Alors, la méthode PICTO, c'est sur 5 points essentiels, 5 étapes clés. Alors, je ne sais pas, j'arrive pas à... Est-ce que Céline, tu veux bien me faire passer les slides? Voilà, super, merci. La première étape, c'est le P pour présenter les faits. Trop souvent, on a tendance à vouloir emballer le cadeau, à pouvoir faire plein d'effets, à parler de la pluie et du beau temps, etc., et à diluer l'information. Ça ne sert à rien de tourner au pot, de toute façon, ce que vous avez à dire, ce que vous avez à transmettre comme information, ce que vous pensez, il va falloir le dire. Et plus vous êtes factuel, plus vous présentez les faits directement, plus vous allez être efficace. Et moins la personne en face aura l'impression que vous cherchez à la manipuler ou à dissoudre un message qui pourrait être difficile à entendre. Donc, le P de présenter les faits, c'est vraiment décrire le comportement gênant de l'autre en étant le plus précis possible, le plus objectif possible, le plus factuel. Sans jamais être dans l'accusation, sans chercher à être blessant. Et souvenez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière, en faisant très attention à notre petit cadre de référence qui vient influencer notre façon de percevoir les choses et qui nous amène très souvent, même si ce n'est pas conscient, même si ce n'est pas volontaire, à juger beaucoup trop hâtivement les situations. Donc là, on cherche vraiment à être uniquement sur des faits, sur des choses qui ne sont pas discutables. La deuxième étape clé, c'est le I, où on va chercher à indiquer les incidences. Dès lors que vous avez besoin de parler d'un sujet, de traiter une situation, c'est parce qu'il y a des incidences. S'il n'y a pas d'incidence, c'est un faux sujet. Donc, il va falloir que vous puissiez expliquer à la personne, à votre agent, qu'est-ce que le comportement gênant que vous avez identifié et que vous êtes en train d'exposer a comme incidence négative, soit pour lui-même, pour vous, pour l'équipe, pour le service, pour le fonctionnement, pour les objectifs à atteindre, etc.
C'est ça qui va permettre la prise de conscience du problème. S'il n'y a pas d'incidence, on ne pourra pas, en tout cas pas d'incidence affichée, identifiée, on ne pourra pas prendre en compte les besoins de modification. La troisième étape, c'est le C, où là, on va chercher à comprendre. Et c'est là peut-être le plus difficile, c'est que vous allez présenter les faits, vous êtes sûr de ce que vous avez vu, de ce que vous avez constaté, de ce qui vous a été relaté. Vous êtes convaincu que ça ne convient pas au fonctionnement, au service, au bien-être de l'agent, à la motivation, à l'esprit d'équipe, etc. Mais ce n'est pas pour autant que votre travail, votre recherche d'information est terminée. Il va falloir que vous cherchiez à comprendre qu'est-ce qui a amené, dans la situation là, par exemple, Brian, à changer de comportement. Il faut vraiment faire la démarche d'aller vers l'agent pour questionner qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour lui. Un exemple tout simple, très, très concret, qui peut arriver à n'importe qui. Vous avez un agent qui arrive en retard depuis 3 jours tous les matins. Au lieu d'aller le voir et lui dire « t'es encore en retard, c'est pas acceptable, etc. », il va plutôt falloir chercher à comprendre qu'est-ce qui l'amène à être en retard alors qu'à d'habitude, il est toujours à l'heure. Il peut y avoir plein de raisons et qui peuvent être au travers de problématiques de santé, de garde d'enfants parce que d'un seul coup, il s'est séparé, un problème de bus, une voiture en panne, etc. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ce comportement-là et qui doivent être prises en compte du coup pour pouvoir trouver une solution. Trouver la solution, c'est la 4e étape clé. On va, une fois qu'on a cherché à comprendre, on a présenté les faits, on a indiqué les incidences, on cherche à comprendre et ensemble, on va trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les éléments dont on a connaissance. On va chercher la solution qui sera la plus adéquate, la plus adaptée à chacune des parties, de façon à ce que le comportement gênant cesse. Soit vous avez un agent qui est en capacité de faire des propositions, parce que il a déjà connaissance de ça, il s'est déjà posé des questions, etc. Dans ce cas-là, faut le laisser vraiment suggérer ces pistes de réflexion, ces solutions. Et puis il faut que vous soyez aussi force de proposition. Et c'est là que vous avez aussi les différents acteurs qu'on vous a présentés la semaine dernière qui peuvent entrer en compte et qui peuvent venir en appui pour vous aider à trouver une solution la plus adaptée possible lorsque la gêne qui a été identifiée, elle est liée à un problème de santé. Et la dernière étape, qui est très souvent oubliée, c'est le O, de obtenir l'engagement. Dès lors que vous faites ce type d'entretien, vous êtes en train d'identifier une problématique, vous cherchez ensemble des solutions, etc. Il faut absolument que les deux parties s'engagent dans les solutions qui auront été arrêtées, qui auront été choisies, de façon à ce que vous puissiez vous baser sur quelque chose. Et une fois qu'on a fait des entretiens comme ça, notre boulot n'est pas terminé en tant que manager. Il va falloir qu'on puisse suivre tout ça. Et qu'on suive très rapidement. Ça veut dire à J+3, à J+5, à J+7, peut-être maximum une semaine. On refait un point, on regardera ensemble ce qu'on a pu mettre en place ou pas. Et on va réadapter les choses en fonction si c'est nous qui sommes maîtres de la solution ou si on a besoin justement de l'intervention d'un acteur tiers ou d'une personne extérieure au service. Si on n'obtient pas l'engagement, on ne pourra pas derrière dire à l'agent qu'il n'a pas respecté les solutions, les accords qu'on avait tous ensemble. C'est vraiment le haut qui va vous permettre de vous appuyer sur un entretien qui devient un vrai outil managérial. Je vous propose qu'on applique du coup la technique, la méthode Picto à la situation de Brian. Si on était sur la situation de Brian, on le rencontre donc lors d'un entretien dédié. On n'est pas sur un entretien entre deux portes. On est vraiment sur un temps dédié uniquement pour ce sujet-là, dans un bureau ou dans une salle de réunion close, de façon à ce qu'on ne soit pas interrompu ni par des appels, ni par des tierces personnes qui auraient besoin de quelque chose. On présente les faits. Alors, les mots seront les vôtres, mais l'idée, elle est là. Brian, j'ai souhaité vous rencontrer car j'ai été témoin de plusieurs conversations entre vos collègues faisant état d'une baisse de votre investissement, de la qualité de votre travail, et j'ai relevé que vous étiez en retard 10 fois de 15 minutes sur le seul mois d'octobre. Ça ne me convient pas et j'ai vraiment besoin qu'on puisse en parler ensemble. On n'est pas dans l'attaque, c'est uniquement des faits, on chiffre les choses, c'est pas j'ai l'impression que vous êtes en retard, c'est que c'est factuel. J'ai vraiment constaté qu'il y avait 10 retards de 15 minutes. D'accord ? Ensuite, les incidences. On va expliquer à Brian qu'est-ce que ces retards-là, qu'est-ce que ce changement de comportement, d'investissement a comme répercussion.
J'ai besoin d'en parler avec vous. D'abord parce que vos retards ont un impact direct sur l'organisation du service et sur la réalisation des tâches. Et puis parce que je ne souhaite pas qu'il y ait un climat délétère qui s'installe entre les membres de l'équipe. Ça n'a jamais été le fonctionnement du service et je n'ai pas du tout envie que ça change. Donc c'est vraiment important pour moi qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Et donc c'est ça qui vient nous amener sur la troisième étape, sur le chercher à comprendre. La troisième étape, voilà, merci. Donc j'ai besoin de comprendre ce qui crée ce changement de comportement chez vous. Sans vouloir être intrusive dans votre vie personnelle, je vous demande de m'expliquer ce qui se passe pour vous. Quand on aborde des situations comme ça un petit peu personnelles, il faut toujours faire attention à ne pas outrepasser nos missions. En aucun cas, on a besoin de savoir ce qui se passe chez Brian, dans sa vie personnelle, dans sa famille, etc. Par contre, on a besoin de comprendre ce qui influence son comportement. Et donc, une fois qu'on a énoncé ça, on va être sur le T de trouver ensemble des solutions. Sur la quatrième étape, donc, Brian va vous avoir expliqué quelque chose et puis vous allez pouvoir être dans l'empathie, dans la compréhension, dans la compassion, quelque chose du type. Je suis navrée d'apprendre ce que vous êtes en train de vivre. Je suis également étonnée que vous ne m'ayez pas sollicité plus tôt. Hein, ça fait 6 mois que la situation perdure. J'aurais vraiment souhaité que vous puissiez m'en parler avant. Mon rôle, c'est aussi de vous accompagner dans ce type de situation. Alors, je vous propose qu'on reprenne les éléments ensemble et puis qu'on cherche une solution satisfaisante sur un mode vraiment gagnant-gagnant. Car vous comprenez bien que pour vous comme pour moi et pour l'équipe, il n'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. Donc là, il va y avoir un échange qui va s'instaurer avec Brian, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées et on va terminer l'entretien sur le haut de obtenir l'engagement de la personne concernée. Brian, on est donc bien d'accord, je peux compter sur vous, j'ai votre parole et on va attendre qu'il nous réponde par l'affirmative. Je vous en remercie, je tiendrai mes engagements moi aussi, on est sur de la co-responsabilité de nouveau et donc nous ferons un point de situation vendredi prochain à 14h dans mon bureau. Et l'entretien, il se termine là. On n'enchaîne pas sur le dossier qui est en cours, on n'enchaîne pas sur l'histoire qu'il y a eu à la machine à café le matin. D'accord? On est vraiment sur un entretien managérial qui vise uniquement à traiter la situation de Brian au moment T. Très bien, merci Élodie. Alors effectivement, quand on a une personne en face de nous qui accepte volontiers d'être dans l'échange et puis effectivement de co-construire des solutions, mais quand on est face à des personnalités qui soit n'ont pas conscience, soit effectivement nient les difficultés et l'impact de ces difficultés, comment l'encadrant peut essayer de libérer la parole de la personne? Alors, la première chose, ça va être la prise de conscience. Si c'est une personne qui n'a pas connaissance, qui n'a pas conscience des difficultés qu'elle rencontre et des impacts que ça peut avoir autour d'elle dans son entourage professionnel, il va falloir encore une fois essayer les choses par des faits. Et puis, toujours par des incidences, c'est-à-dire j'ai observé telle chose et un exemple très concret sur une personne qui dégage une forte odeur corporelle. On a ça, je pense tous vécu ça dans les services, dans les entreprises. C'est quelque chose qui est récurrent. C'est quelque chose que les gens ont du mal à aborder. Et lorsqu'on se retrouve dans les entretiens avec les agents concernés, il y a des personnes qui n'en ont pas du tout conscience parce que justement, personne n'a jamais osé aborder le sujet directement avec eux. Donc, il y a d'abord l'effet de massue. Vous imaginez bien que vous êtes en train de rencontrer un agent et vous dites qu'il dégage une odeur corporelle forte, désagréable pour l'ensemble de son équipe. C'est quelque chose qui est quand même assez violent. Donc, on va avoir une étape d'accueil, de compréhension, d'écoute, de bienveillance par rapport à ça. On va lui demander, du coup, s'il en a conscience ou pas. S'il nous répond que non, il va falloir que vous donniez votre posture managériale et que vous confirmiez finalement. Moi, je suis au regret de vous dire, Brian, qu'en effet, là, au moment même où on parle, je constate en effet que cette odeur désagréable décrite par les équipes, les collègues, etc., elle est bien réelle. Donc le problème, il est bien là. On n'est pas en train vous n'êtes pas victime d'un complot ou de malversation ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment réel.
Maintenant, une fois qu'on a mis ça, et j'entends que ça peut être compliqué pour vous, il va falloir qu'on trouve une solution. Pour trouver une solution, il faut qu'on sache si vous avez l'idée déjà de savoir d'où ça vient. Ce n'est pas toujours sur un problème d'hygiène corporelle. Ça peut être un traitement, ça peut être lié à une pathologie, etc. Si malgré tout ça, notre Brian, il est toujours dans le déni, parce que vous en avez, hein, et là, il faut passer sur une posture managériale d'exigence. C'est-à-dire que, OK, pour vous, Brian a votre problème, mais de mon point de vue à moi, en tant que responsable d'équipe, il y a un problème. Et donc, dans tous les cas, moi, je ne laisserai pas faire les choses comme ça. Donc, vous avez envie de coopérer, on le fera ensemble. Vous n'avez pas envie de coopérer, je m'appuierai sur les services tiers, sur les services des ressources humaines, sur des partenaires extérieurs pour trouver une solution. Dans tous les cas, il faut que ça change. Ça peut vous paraître très rude, mais c'est quand même bien la réalité. Vous êtes face à un problème qui a des répercussions négatives sur le fonctionnement d'un service. On n'a pas la possibilité de toujours mettre des gants et de laisser les gens prendre conscience des choses pendant des mois et des mois. C'est pas possible, c'est ce qui nous amène du coup à des clashs. Il faut bien penser à chaque fois que vous avez l'agent, que vous êtes en train d'accompagner dans une situation particulière, mais n'oubliez pas qu'il fait partie d'une équipe. Et qu'à chaque fois que vous avez une personne de l'équipe qui a une difficulté, qu'elle soit d'ordre de santé, médical, social, tout ce que vous voulez, ça a un impact direct ou indirect sur le fonctionnement de l'équipe, sur le service et donc sur l'activité. Donc on peut évidemment prendre une semaine, je ne sais pas, quelques jours pour prendre un petit peu de hauteur, traiter des situations, mais ce n'est pas du tout possible de laisser traîner les choses pendant des semaines ou des mois. Parce que pendant ce temps-là, vous avez des répercussions négatives sur l'ensemble. Et en voulant protéger, préserver un agent, finalement, vous êtes en train de mettre tout le monde en difficulté. D'accord. Donc, on a aussi effectivement une remarque d'une participante où on a aussi beaucoup de problèmes de déni dans les troubles de l'addiction qui peuvent conduire effectivement à des problématiques de situation de handicap sur le long terme, puisqu'il y a bien souvent des choses qui sont associées à ces problèmes d'addiction. Ça peut être de la dépression, ça peut être des troubles psychiques qui sont présents. Et c'est des choses qui sont compliquées à gérer. Donc, de ce que j'ai entendu, moi, par rapport à votre discours, c'est effectivement, en tant que manager, il y a une première étape qui est cet entretien, cet échange avec la personne. Et si, effectivement, malheureusement, ça n'aboutit pas, il y a une orientation vers un tiers de l'agent. C'est bien ça. Il ne faut pas que vous restiez seul avec ces problématiques-là. Vous ne pouvez pas être des experts de tout, vous n'êtes pas des psychologues, vous n'êtes pas des médecins, vous n'êtes pas des thérapeutes, donc vous n'allez pas pouvoir accompagner tout le monde, même si vous en avez l'envie, même si vous avez un fort attachement pour les membres de votre équipe. C'est parce que vous avez ce fort attachement-là et que vous avez envie vraiment d'amener l'équipe et puis chacun des individus finalement vers la réussite, vers le bien-être, etc., que vous allez vous appuyer sur les tiers qui vont vous permettre justement de trouver des solutions. Donc justement, en tant qu'encadrant de Brian, vers qui vous orienterez, vous pourriez orienter Brian, si en tout cas il était justement dans cette situation-là de difficulté pour pouvoir avoir un retour. Céline, merci de me reconnecter parce que j'ai été déconnectée. Vous avez été déconnectée. Excusez-moi, madame. J'ai vu que vous étiez partie, mais je pensais que vous alliez pouvoir revenir. Alors, je fais ça tout de suite. Je cherche. Vous laisserez rebondir, madame Letuel, sur les acteurs ou le temps que je... Alors, ça remplit encore. D'accord. Alors, madame Gouzi, je vous trouve pas. C'est la caméra. Vous êtes entrée dans la salle à nouveau, madame Gouzi. Oui, je vous vois. Mais Alors, comme participant, pas oui, je vous cherche dans le pour dossier. faire remonter. Sébastien, s'il peut me donner un coup de main, ça m'arrangerait. Alors, ça se stabilise, donc vous êtes 93% à orienter en premier lieu, Brian, plutôt sur la médecine du travail, qui est en effet le premier interlocuteur que vous allez avoir à disposition pour traiter des problématiques de santé.
Vous êtes 56% à orienter vers le psychologue du travail, 52% sur l'assistante sociale. Donc, en fonction, en effet, des problématiques que vous allez pouvoir identifier, on sera plutôt sur une prise en charge thérapeutique, médicale, ou plutôt d'ordre d'accompagnement social, d'écoute et d'accompagnement peut-être aussi social et administratif. Et puis, vous êtes 31% à plutôt trouver une solution en interne en ayant recours au service des ressources humaines, qui en effet peut aussi avoir des éléments d'appui pour vous. 38% sur le correspondant handicap, 20% vous allez chercher un appui, un avis, en tout cas une écoute auprès de votre supérieur, donc votre N+1 ou votre N+2. Et puis vous êtes 15% à aller chercher un appui auprès du conseiller mobilité et carrière. Ça bouge encore un petit peu, mais je pense qu'on peut arrêter. Ok, donc effectivement, hein, ça renvoie aussi à l'organisation interne de chaque employeur, parce que c'est effectivement, chaque employeur public va avoir aussi une organisation et des process qui vont être différents en termes de politique de maintien dans l'emploi ou de handicap. On a des employeurs qui sont très dotés en médecins du travail, d'autres moins, et qui vont s'appuyer davantage sur le correspondant handicap ou l'assistante sociale du personnel qui a parfois la double casquette. Donc c'est vrai que là, les pratiques vont aussi diverger en fonction du contexte dans lequel vous exercez en tant qu'encadrant. Donc effectivement, hein, vous n'êtes pas seul, et ça c'est important de l'avoir en tête, parce que bien souvent sur les situations complexes, vous ne pouvez pas gérer la situation seul. Donc on a aussi évoqué dans la situation de Brian que le collectif de travail pouvait être impacté également par des situations où effectivement il y a une dégradation de l'état de santé, et qu'il faut en prendre en compte aussi le collectif. Parce que quand il y a des plaintes effectivement indirectes, du coup le rôle de l'encadrant vis-à-vis du collectif de travail, comment ça va se traduire? Alors, par rapport au collectif, il est important que vous puissiez communiquer, que vous puissiez rassurer, que vous puissiez répondre, surtout donner une réponse, formuler une réponse à une demande qui a été faite, qu'elle soit individuelle ou collective. Vous avez un certain nombre de membres de l'équipe qui viennent vous faire part d'une difficulté. Vous ne pouvez pas ne pas les tenir informés de la suite qui va être donnée. Ils vont avoir le sentiment que vous n'avez rien fait. Par contre, il faut que vous fassiez très attention sur la confidentialité des échanges que vous avez pu avoir avec l'agent. L'agent, il peut, à un moment donné, même s'il n'en a pas l'obligation, vous confier un certain nombre d'éléments personnels liés à sa propre situation médicale, familiale, sociale, etc. Rien ne justifie que vous retranscriviez en l'état les choses aux membres de l'équipe. Ce qu'il va falloir retranscrire aux membres de l'équipe, c'est qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va être mis en place. Qu'est-ce qui fait que demain, il y a un expert qui va arriver dans le service et qui va passer une demi-journée avec nous? C'est ça qu'il faut redonner comme information à l'équipe. Être le plus transparent possible sur ce qui va découler finalement de l'alerte ou de la plainte qu'ils ont pu vous faire remonter. Et il faut que vous puissiez informer l'agent concerné lors de votre entretien, quand vous chercherez des solutions. Dans la solution, vous allez forcément aborder le retour qui va être fait à l'équipe. On a décidé ensemble qu'il y avait une prise en charge faite par la médecine du travail, etc., et que derrière, il y aurait des aménagements du poste. Ok, qu'est-ce qu'on dit et comment on le dit à l'équipe? Est-ce que vous avez envie de le faire seul? Est-ce que vous voulez que je vous accompagne? Est-ce que c'est moi qui le fais? Comment on s'organise? Et il faut que l'agent il soit acteur de ça, pas forcément dans les faits, mais dans la décision. Et c'est ça qui vous évitera finalement des conflits. C'est ça qui évitera les quiproquos, c'est ça qui évitera toutes les rumeurs et tout ce que vous pouvez connaître qui se passe dans les services. Il faut de la transparence et il faut que ce soit co-construit avec les différents acteurs. Vous n'êtes pas à l'abri, bien évidemment. L'humain est fait comme ça, d'avoir des questions de curiosité de la part des membres de l'équipe. Là, vous renvoyez systématiquement auprès de l'agent. Là, en l'état actuel des choses, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus sur la situation de Brian. Brian, il sera libre de choisir à qui il a envie de se confier ou pas. Si par contre Brian vous a dit que c'était hors de question que ça fuite et qu'il ne voulait absolument pas que ses collègues, quels qu'ils soient, aient la moindre information, vous pouvez tout à fait vous mettre en protection finalement de Brian et dire que les éléments personnels de la vie de Brian ne sont pas à traiter dans le cadre professionnel. Pour positionner les choses tout simplement comme ça.
Il va falloir que vous rassuriez les équipes sur les éventuellement changements qui vont être mis en place, comment eux, ils vont pouvoir s'intégrer dans ces nouveaux process, dans peut-être la nécessité qu'ils vont avoir d'être plus compréhensifs, d'être plus tolérants vis-à-vis de Brian, qui peut avoir des difficultés, peut-être que, je ne sais pas, il a eu un AVC, il revient, et puis finalement, une des séquelles qui n'était pas attendue, c'est qu'il a beaucoup plus de lenteur dans son travail. Et bien ça, on aura beau aménager plein de choses sur son post-semaine de travail, il va forcément y avoir des répercussions sur l'équipe. Là, du coup, l'intégration de l'équipe dans le projet, dans le process, ça va être de dire que il faut qu'il fasse preuve de compréhension et de tolérance. À chaque étape, finalement, il faut que vous puissiez intégrer l'équipe en leur communiquant le maximum de choses que vous avez dans le cadre du travail, parce qui va vraiment les impacter eux, savoir les rassurer et puis faire ce qu'on appelle le feedback et puis le fil conducteur, faire des étapes. C'est pas parce que vous avez annoncé à un moment T que tout est réglé. Hein, c'est une situation qui va perdurer. Donc à chacune des étapes, il faudra qu'il y ait un retour. Et dans le feedback, il faut aussi qu'il y ait un retour de leur part, notamment si c'est eux qui ont alerté ou qui sont plaints au départ. Vous mettez en place des actions correctrices, vous attendez de leur part qu'ils puissent vous faire un retour sur la véracité, la justesse, l'adaptation ou non des solutions que vous avez imaginées. C'est vraiment le dialogue, le dialogue, le dialogue, le dialogue. C'est le maître mot. Merci Elodie. Donc, si vous avez des remarques, des questions, des témoignages à apporter, n'hésitez pas à utiliser vos messages, vos questions pour le partager avec les autres personnes. Donc, effectivement, comme vous êtes très nombreux, on ne peut pas vous ouvrir les micros, mais je serais ravie de porter à la connaissance des intervenants les questionnements que vous auriez. Donc, oui, en effet, la semaine dernière, nous avions les micros ouverts et c'était très compliqué au niveau des prises de parole et des bruits de fond. Donc, cette session-là, nous avons pris le parti de fermer les micros, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, nous allons passer à la situation 2, donc comment participer à la recherche et à la mise en œuvre des solutions de compensation. Donc, effectivement, la dernière fois, on avait vu que l'encadrant avait un rôle important également sur l'aménagement du poste de travail, puisque bien souvent, quand il y a des préconisations médicales et des aménagements à réaliser, il faut prendre en compte le contexte du service dans lequel exerce l'agent. Donc là, je vous présente Cécile, qui est aide-soignante, donc dans la fonction publique hospitalière depuis 2009. Donc, en tant qu'encadrant, de manière globale, vous aviez déjà identifié des difficultés avec une orientation auprès du médecin du travail qui avait été porteuse d'aménagements qui ont été mis en place. Donc des difficultés en termes de quotité de travail, donc il y avait un aménagement du temps à hauteur de 80% pour lui permettre de continuer à exercer son activité d'aide-soignante, la mise en place d'orthèses, prothèses et effectivement des restrictions de port de charge. Par rapport à cette situation, donc la première étape qui était d'échanger avec la personne, de l'orienter effectivement sur le médecin a été réalisée. Donc ça, c'était la phase, on va dire, de signalement et identification qui, dans la démarche de maintien dans l'emploi qu'on connaît tous, va être importante puisque c'est là où on va passer, on va dire, d'une situation d'amélioration des conditions de travail ou en tout cas de santé dans le cadre du collectif de manière globale à une situation individuelle parce que ça va toucher une personne bien précise. Donc après, il y a cette phase de diagnostic et d'analyse effectivement de la situation. Je n'ai pas mis de diagnostic médical parce qu'effectivement, le médecin, lui, va intégrer cette phase de diagnostic et d'analyse qui va être beaucoup plus globale puisqu'il va falloir effectivement regarder ou en tout cas recueillir l'ensemble des faits comme l'avait présenté Elodie par rapport à l'impact de la situation de la personne ou en tout cas de l'état de santé de la personne sur ses possibilités de réalisation d'activités, de missions, l'impact sur le collectif, sur l'organisation. Et ensuite, il y a la recherche et la définition de solutions pour trouver un projet concerté avec l'ensemble des parties, encadrants, agents, collectifs de travail
par moment, hein, parce que quand on a des aménagements sur les tâches ou des réorganisations de tâches, ça impacte le collectif et c'est des choses qu'on ne peut pas faire sans impliquer ce collectif. Et enfin, la mise en œuvre et le suivi. Donc ça, c'était un petit rappel un petit peu de toute la démarche pour aboutir à cette situation-là. Et effectivement, cette recherche de solutions, vous la portez pas seule et vous avez effectivement des acteurs en interne qui vont vous aider. On a souhaité vous les rappeler voilà, rapidement, hein. Donc, il y a effectivement les services RH qui vont être en appui, l'agent concerné qui est au centre et au cœur du dispositif de démarche de maintien en emploi, le médecin du travail, vous-même en tant qu'encadrant, et les correspondants handicap qui vont être une ressource indispensable dans les situations de problématiques de santé et les situations de handicap. Les solutions que vous avez pu peut-être vous aussi voir mettre en œuvre en termes d'aménagement de poste sur les techniques et matériels, l'organisationnel avec tout ce qui est temps partiel qui pourrait être mis en place, le télétravail. Il y a également, quand l'aménagement de poste n'est plus possible, on l'avait vu la dernière fois, mais soit des changements d'affectation, soit aussi une possibilité d'accompagnement sur du reclassement statutaire. Ou alors, vraiment, dans des situations où ce n'est pas possible, effectivement, il y a un accompagnement sur la retraite pour invalidité ou un licenciement, mais ça, c'est vraiment au terme de tout ce qui aurait pu être mené au sein de la démarche. Donc Céline, il y a une question qui, je vous coupe, mais vous pourrez reprendre. Pardon. Il y a, je viens de perdre la question, c'est Madame Lenoble qui a une problématique avec un agent en fin de carrière qui ne rend pas un travail abouti, oublie des pièces jointes, fait des erreurs récurrentes, manque d'intérêt pour les dossiers à traiter et se demande comment elle peut changer cette situation. Alors évidemment, de mon point de vue, il faut savoir quelle est la fin de carrière, à combien de jours ou de mois ou d'années il en est. Ça, c'est important de le savoir pour pouvoir prévoir un après, ou des propositions. Mais je vous laisse la parole, Céline. Alors, Madame Le Tual, vous voulez peut-être apporter déjà un élément de réponse à Madame Lenoble? Là, tout l'enjeu, en effet, ça va être d'avoir un entretien, donc plutôt avec la méthode PICTO, où on présente les faits, tout comme vous venez de nous l'indiquer, de le partager dans le chat, d'indiquer les incidences que ça a. Donc, on imagine que ça a des incidences sur les délais de traitement des dossiers, sur le travail d'équipe, sur la compréhension, etc. Et là, l'enjeu du chercher à comprendre, ça va être chercher à identifier si vous êtes face à un agent qui baisse les bras, qui est fatigué, qui attend que le truc, c'est la retraite et ce sera tout. Ou alors, est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui a des problèmes de santé qui sont en train de s'installer, de se développer, et on est passé à côté jusqu'à présent. Ça peut être des problèmes de vue, ça peut être des problèmes de concentration, ça peut être plein de choses. Donc là, il faut faire preuve d'une très très grande ouverture, vraiment poser des questions ouvertes pour chercher à comprendre, parce que là, vous êtes peut-être face à un salarié qui n'a pas identifié lui-même, qui n'a pas conscience des difficultés et qui du coup va pas du tout se poser les premières questions. Donc là, on pose des questions ouvertes, c'est ça qui va permettre vraiment d'aller glaner de l'information. Et en fonction des éléments que vous allez pouvoir obtenir, soit vous êtes dans de l'accompagnement, dans de la compensation avec tout ce que vous avez déjà vu depuis la semaine dernière, avec tous les acteurs qui peuvent vous appuyer, soit vous êtes face à quelqu'un qui est redescendu sur notre fameuse échelle de maturité collaborative, donc qui est sur un niveau 1. Et donc sur le niveau 1, si vous vous souvenez, on va adopter un style de management imposant et donc il va falloir recadrer les choses. C'est pas parce qu'on arrive en fin de carrière qu'il faut tout lâcher. Je pense qu'il faut vraiment que vous puissiez jouer sur ces deux choses-là et ne pas rentrer dans le piège, dans la dérive de notre cerveau qui est d'associer fin de carrière avec laxisme, avec absentéisme, avec je m'en foutisme, etc. Il faut faire attention parce que vous pouvez vraiment avoir, avec en plus l'âge avancé, même si 60 ans maintenant c'est plus très vieux, c'est ça que je dis, mais voilà, avec l'âge, on sait aussi qu'il y a des nouvelles pathologies qui peuvent s'installer et qui peuvent être compliquées si on passe à côté. Merci, Élodie. Il y avait une autre question, Régine Thérézo qui demandait comment faire quand il y a une hypersiste. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Vous aurez toujours des personnes qui sont dans le déni.
Et à un moment donné, il faut que vous puissiez vous reprendre votre posture managériale et de dire, de votre point de vue, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Je peux l'entendre de votre point de vue, mais pas du mien. Donc, à partir du moment où moi, en tant que responsable d'équipe, je dis qu'il y a une difficulté, je peux l'argumenter avec des faits, ça veut dire qu'il y a problème et qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et là, de nouveau, vous êtes face à quelqu'un qui est sur un niveau 1 de l'échelle de maturité collaborative, donc il faut que vous puissiez imposer les choses. Il ne faut pas chercher tout le temps à tout le temps chercher à comprendre, à prendre du temps, etc. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité et ce n'est pas ça dont ils auront besoin. Ils vont avoir besoin de l'électrochoc où à un moment donné, le manager, il est aussi là pour recadrer les choses et pour faire avancer l'individu et l'équipe. Et effectivement, ça permet aussi de réorienter après sur, voilà, si effectivement il y a quelque chose qui persiste, de réorienter sur les services compétents. C'est Madame Castella également qui pose une question. Ouais, voilà. Il est difficile de procéder à ces différentes étapes, effectivement, de démarche de maintien dans l'emploi quand les restrictions ou l'aménagement de poste arrivent du jour au lendemain par le médecin du travail. Exemple, visite le jeudi, demande de mise en place de mi-temps thérapeutique à 50% pour le lundi suivant. Donc effectivement, ça c'est des choses qui sont très compliquées. Et on a même parfois des situations où l'aménagement il est préconisé, mais en visite de reprise, ce qui va être encore beaucoup plus compliqué parce que la personne a repris son poste. Alors après, c'est vrai que ça va être le travail vraiment en équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir anticiper au maximum ces situations pour éviter des choses dans l'urgence. Après, l'aménagement doit être mis en œuvre. Parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, les préconisations médicales priment et si l'employeur ne peut pas les mettre en œuvre à la reprise des fonctions, il manque à son obligation de résultat sur la santé. Donc c'est soit à un moment donné, il faut travailler avec le service RH pour qu'il y ait un retour qui vienne un peu plus tard, le temps d'aménager l'ensemble du poste, soit effectivement d'alléger pour ne pas le mettre sur des missions qui pourraient être compliquées. Mais je comprends votre... Il me semble également que lorsque l'agent a un mi-temps thérapeutique, vous, référent handicap ou manager, vous avez quand même dû voir venir cette demande parce qu'il y avait auparavant soit un long arrêt ou de gros problèmes de santé. Donc, vous avez dû déjà être interpellé en vous disant que peut-être ça allait être une des propositions du médecin. Donc, voilà, il faut être attentif parce que effectivement, le médecin, il donne il rend son avis, mais vous, en tant que manager, vous devez peut-être pressentir qu'il va y avoir pour que l'agent puisse reprendre son travail dans des conditions satisfaisantes pour lui, cette proposition qui va arriver. Donc, il y a aussi à vous tenir prêt aussi de votre côté. Après, clairement, comment le mettre en œuvre, ça, je comprends que ce soit plus complexe à faire en interne. Voilà. Je pense, pour compléter ces propos, il faut jamais vous dire que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour communiquer, pour donner du sens aux actions et aux décisions qui sont prises. Et vous pouvez être en effet dans l'urgence, on l'est tous à un moment donné dans nos activités. Et prenez 2 minutes pour dire aux équipes, OK, là on gère l'urgence. Par contre, la semaine prochaine, une fois que tout ça aura été mis en place, on prendra un temps collectif pour parler de ça, pour voir comment on peut réajuster, etc. Là, on traite l'urgence, mais par contre, en aucun cas, vous serez mis à l'écart, etc. Et on en reparlera. Prendre 2 minutes pour dire cette phrase-là, ça rassure l'équipe, ça leur montre que vous avez conscience des difficultés et puis de tout ce que cette urgence peut engendrer pour eux. Et vous leur donnez une perspective rapide de pouvoir exprimer ce qui leur convient, ce qui leur convient pas et leurs besoins à eux. Parce qu'un aménagement, une compensation, etc. pour un agent peut avoir des répercussions sur le travail des collègues. Et donc, il faut aussi pouvoir les accompagner eux et les rassurer sur le fait qu'ils ne vont pas être surchargés, on va réadapter finalement une organisation. Mais d'abord, on gère l'urgence. D'abord, on éteint l'incendie, si vous voulez. Et puis après, on ira déblayer tout ça et on construira. Mais il faut simplement mettre des mots dessus.
Alors, il y a aussi des remarques par rapport à la procédure pour la mobilisation du temps partiel thérapeutique. Donc, oui, depuis l'ordonnance de 2017, les choses ont évolué et c'est le médecin traitant qui va octroyer le temps partiel thérapeutique. Mais sachez qu'effectivement, parfois, le médecin du travail va préconiser des aménagements des aménagements. Si, par exemple, la personne a été vue en visite de pré-reprise ou en visite à la demande, par contre, je travaille ma puce. Ça va être nécessaire. Alors, excusez-moi, j'ai ma fille qui s'est immiscée. Désolée. Donc, du coup, le médecin du travail peut malgré tout orienter lors de la visite de pré-reprise l'agent pour qu'il aille voir son médecin traitant et qu'il préconise effectivement le temps partiel thérapeutique parce qu'il lui semble juste que la situation soit traitée ainsi pour la reprise. Ensuite, on avait une autre Monsieur situation. Gagnère, voilà. Monsieur Gagnère qui a un problème aussi intéressant. Oui. Alors, un agent qui de catégorie B, vous avez vu greffier, il est migraineux, reconnu en situation de handicap et travaille à 80%. Elle ne peut travailler plus de 2 heures en continu sur son ordinateur et ses tâches sont relativement bien adaptées, mais ses collègues ne comprennent pas qu'elle peut pas travailler davantage en fait, et je pense qu'il y a des conflits et des tensions qui vont se greffer au sein du service. Donc là, il faut revoir un petit peu la genèse de tout ça. Est-ce que l'équipe elle a été intégrée ou pas dans cette réorganisation du travail, dans la répartition des tâches, dans l'aménagement du poste pour cet agent-là? Est-ce que ça a été compris? Est-ce que ça a été accepté à l'époque? Est-ce que c'est au fur et à mesure des semaines, des mois, des années qui passent que d'un seul coup l'équipe est en train de se réveiller et de dire je trouve que c'est pas normal qu'il travaille moins? Tout ça, il faut aller, pareil, le rediscuter finalement en collectif. Il faut voir si c'est l'ensemble des collègues qui ne comprennent pas ou si c'est seulement un ou deux éléments. Et encore une fois, tout va dépendre du niveau de maturité collaborative de ces personnes-là. Si les collègues ils sont sur un niveau 1 et de toute façon ils sont toujours dans la plainte, dans la récrimination, ils n'ont rien envie de comprendre parce que finalement c'est que leur petite sphère personnelle qui les intéresse, là on va être sur de l'imposant, où finalement c'est comme ça et c'est pas autrement et les décisions elles ont été prises en fonction des experts. Et si vous n'êtes pas à même de comprendre qu'une personne en situation de handicap, atteinte d'une pathologie, etc., a la nécessité de pouvoir avoir un poste aménagé, là on n'y peut rien. Par contre, si on est face à des personnes qui sont sur un niveau 2, 3 ou 4 et qui n'ont pas compris, c'est qu'à un moment donné, le manager que vous êtes n'a pas réussi à transmettre efficacement le message, à donner du sens à ce qui avait été mis en place. Et donc là, il va falloir reprendre les choses depuis le départ, en intégrant l'agent qui est concerné, de façon à recréer un esprit d'équipe. Et à voir comment cet agent-là, malgré la difficulté qu'il peut avoir sur l'ordinateur, etc., il peut finalement apporter quelque chose de différent au collectif. Ok, moi je ne suis pas en capacité de travailler plus de 2 heures sur l'ordinateur et ça vous peine et ça vous énerve et vous manquez, etc., tout ce que vous voulez. Par contre, moi, quand je ne suis pas sur l'ordinateur, je vais pouvoir avancer sur telle et telle chose qui pourrait peut-être vous dégager du temps, vous soulager sur d'autres choses. Et du coup, finalement, on est de nouveau sur un registre gagnant-gagnant. Et quand on est sur du gagnant-gagnant, il n'y a plus de plainte. Il faut toujours que vous cherchiez finalement à tirer le positif des situations. Alors, je sais que ce n'est pas toujours possible, mais sur une situation comme ça, où finalement il y a un aménagement qui permet quand même à la personne de travailler en dehors d'un écran, etc., il y a sans doute des choses qui peuvent être aménagées de façon à ce que l'équipe se sente gagnante et puis l'agent qui est en situation de handicap, lui, se sente aussi valorisé et puis partie prenante de ce qui peut se passer au sein du collectif. Merci. Donc, une autre remarque, la FQTH permet-elle d'alléger ou de faciliter les démarches d'aménagement de poste ou d'horaire pour l'agent? Donc, effectivement, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé va permettre de mobiliser un certain nombre d'acteurs extérieurs qui va pouvoir accompagner la mise en place de ces aménagements. Mais également, il y a la possibilité de dispositifs tels que le temps partiel de droit qui peut être mobilisé quand la personne est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, par exemple.
Et en plus, cette obligation d'aménagement ou en tout cas de respect des préconisations médicales va être renforcée quand la personne est reconnue bénéficiaire de l'obligation d'emploi et notamment reconnue travailleur handicapé. Donc nous avons également une autre remarque, que si on discute collectivement, est-ce que l'agent malade doit être présent à cette réunion? Alors, vous parlez peut-être des cellules maintien, peut-être, qui existent chez les employeurs publics, c'est bien ça, Madame Gagnère? Je pense. En tout cas, si c'est dans ce cadre-là, concerté, effectivement, il va falloir que la personne qui va, on va dire, orienter la personne pour qu'il y ait un traitement en équipe pluridisciplinaire, informe l'agent. Il faut que l'agent soit informé, effectivement, qu'il y a cette cellule maintien qui va être mise en place, qu'il y a un certain nombre d'acteurs, qu'il y a également entre guillemets, une charte sur le secret professionnel que ces personnes sont dans l'obligation de respecter. Donc ça, on a des exemples dans le guide maintien dans l'emploi qui a été fait en grand test sur la première génération de Handipact, où effectivement des cellules maintien ont écrit une petite charte de secret professionnel avec un engagement de l'ensemble des participants pour justement échanger sur une situation. L'objectif, c'est pas d'échanger sur le volet médical, mais bien sur l'impact de l'état de santé. Et donc, du coup, on va venir sur les faits qui sont observés, sur ce que la personne n'est plus en capacité de faire, mais que la personne peut remobiliser et peut faire sur d'autres choses. Voilà, hein, donc on vous mettra le lien sur le guide si vous le souhaitez, de manière à avoir ces exemples de documents. Hein. Et si la question concernait plus l'acte managérial finalement, hein, de ce que je pouvais préconiser juste avant, il va y avoir plusieurs scénarios possibles. Soit vous êtes dans une situation conflictuelle, finalement vous avez l'équipe qui est en conflit ouvert contre l'agent qui a bénéficié d'une compensation. Dans ce cas-là, vous allez plutôt faire ce qu'on appelle un peu de la médiation. Vous allez d'abord entendre ceux qui se plaignent, donc l'équipe, donc sans l'agent concerné. Ensuite, vous allez entendre l'agent concerné pour finalement avoir chacune des versions, avoir les éléments. Et ensuite seulement, vous faites quelque chose qui va vous permettre d'échanger avec l'agent, avec l'équipe et en votre présence pour finalement rétablir les faits là où ils sont, parce qu'il y a toujours une partie d'émotionnel importante dans tout ça, et ensemble trouver des solutions. Mais si vous êtes vraiment sur des conflits existants ouverts, vous n'arriverez jamais à mettre les gens autour de la table de façon constructive de la première fois. Donc il faut d'abord que vous preniez un temps d'écoute, finalement, vraiment, où là vous êtes complètement neutre et impartial. Vous êtes uniquement dans chercher à comprendre, donc vous posez des questions ouvertes, vous reformulez, mais vous n'émettez aucun avis, aucune décision, avec les deux parties, et c'est seulement dans un troisième temps que vous allez pouvoir réunir tout le monde et être dans la construction. Donc ça prend beaucoup de temps. Merci. Donc, on va continuer un petit peu sur la situation de Cécile. Donc là, en l'occurrence, sa situation a évolué. Donc, suite à une visite de suivi auprès des services de santé, il y a à nouveau un certain nombre de choses qui sont mises en place. Restriction des activités liées à la manutention des résidents, restriction des activités induisant des contraintes posturales au-dessus d'1,50 m ou en dessous d'1 m, réduction du temps de travail qui reste avec une quotité à 80%. Donc, en tant qu'encadrant, effectivement, il peut être difficile de gérer ce type de restriction, ou en tout cas de préconisation médicale, parce que ça va renvoyer aussi à l'organisation du service. Une personne qui doit effectivement faire les toilettes de certains résidents en EHPAD, si il y a des restrictions d'activité liées à cette manutention, on va se retrouver avec des choses compliquées à gérer en termes de planning. Donc, comment l'encadrant va pouvoir gérer ces situations où on va avoir des restrictions tellement importantes qu'au final, on s'interroge sur la possibilité de la personne à être maintenue sur ce poste. Donc là, l'idée, c'est encore une fois, finalement, la prise de conscience de l'agent au regard de la situation de Cécile. On peut supposer que Cécile se rend compte par elle-même que finalement, elle n'est plus en capacité de faire les missions qui sont propres à son métier au quotidien. Donc, échange de nouveau avec elle. Méthode picto, on présente les faits, on présente les incidences, on cherche à comprendre. La première question du C, ça va être est-ce que vous avez conscience de ça
Est-ce que vous l'avez déjà identifié? Il est fort probable que Cécile nous réponde oui si elle est plutôt honnête avec elle et transparente. Et du coup, la question dans le chercher à comprendre qui va suivre, c'est est-ce que vous le vivez bien ou pas? Comment vous vivez les choses? Parce que pour Cécile, ça peut être quelque chose de très très difficile à vivre au quotidien finalement, de se retrouver en difficulté permanente devant les patients, de se retrouver en difficulté avec ses collègues, d'être toujours en train de solliciter une tierce personne. Et y a des gens qui peuvent très mal vivre le fait finalement de se sentir un peu inutile, incompétent, etc. Alors que c'est pas sa capacité de travail qui est remise en cause, mais c'est vraiment son état de santé. Donc petit à petit dans l'entretien, il faut amener Cécile à se rendre compte par elle-même finalement que le poste qu'elle occupe aujourd'hui n'est plus du tout en adéquation avec ses capacités physiques, ses restrictions liées à son état de santé. Et donc dans le chercher à trouver dans le trouver des solutions, on va plutôt anticiper une décision faite par un tiers, par un expert, qui ira sans doute vers la cessation finalement de cette activité-là. Mais votre rôle, pour moi, en tout cas en tant que manager, c'est pas de dire oh bah super, elle s'en va de mon service et j'ai un problème de moi à gérer. Ça va être de pouvoir l'accompagner sur l'après. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dans quelle branche vous avez envie d'aller? Est-ce que vous voulez rester dans le secteur médical, paramédical? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On peut aussi proposer de la formation avant toutes ces choses-là. Enfin, voilà, il y a beaucoup de bienveillance à avoir aussi quand on accompagne un agent vers la sortie de son propre service, de sa propre activité finalement. Eh bien, donc effectivement, il y a le rôle de l'encadrant vis-à-vis de l'agent, mais l'encadrant peut aussi se rappuyer sur les services existants en interne, hein, comme on a pu le voir, ne pas hésiter à rebondir auprès du service RH, qui va prendre aussi le relais par rapport à l'accompagnement de l'agent sur une démarche de réflexion. D'autant plus que quand à un moment donné se pose la question de ne pas être en mesure de mettre en place les aménagements, là il y a nécessité d'une saisine encore à l'heure actuelle du comité médical de la commission de réforme qui va évoluer dans les mois qui viennent sur un conseil un conseil médical, enfin oui, j'ai plus le nom de l'instance en tête, mais en tout cas, ça sera une seule et même instance et plus deux. Elles fusionnent pour statuer sur l'inaptitude à l'exercice des fonctions de la personne, pour ensuite enclencher tous les dispositifs et les accompagnements qui pourront être mis en œuvre par l'employeur. Donc l'agent ne restera pas seul confronté à ces difficultés. Il y a effectivement les acteurs internes qui vont l'accompagner. Alors, est-ce que vous avez pu voir d'autres interrogations par rapport à certaines personnes? Je vais faire un petit tour avant de passer à la situation 3. Sur le temps partiel, je pense Il y a Madame Thiebaud, référente handicap, qui demande si le temps partiel peut-il aller de 50 à 90%. Je ne connais pas du tout cette mesure pour les RQTH. Alors, le temps partiel thérapeutique, il est forcément entre 50 et 90%, et le temps partiel de droit, lui, il va être 50, 60, 70 ou 80. Voilà. Donc, mais après, vous pouvez retrouver ces indications et notamment le point sur les évolutions réglementaires en cours de l'ordonnance 2020. Sur le webinaire Maintien dans l'emploi, il y a un replay sur le site du Handipact. Je pense que Sophie va pouvoir vous mettre le lien. Vous allez retrouver toutes ces informations effectivement soit sur le support, soit sur le replay. Donc nous allons continuer, sauf si d'autres retours. Non, on continue. Alors, la troisième situation, comment anticiper le retour d'un agent suite à un arrêt long? On va remettre sur la bonne situation. Donc là, c'est la situation de Centrine, qui est travailleur social, donc titulaire du diplôme d'État d'assistante sociale, qui a intégré la fonction publique il y a maintenant 18 ans. Les missions principales de cette personne sont d'assurer un accueil social généraliste, un accès aux droits des personnes et des familles,
Elle mène des accompagnements individuels et collectifs et elle contribue au fonctionnement général du service des qualités de prestation. Donc on est sur un accompagnement de publics défavorisés et d'accueil de migrants dans ces missions. Voilà, pour le coup, cette personne. Donc, elle va rencontrer une problème de santé importante. Vous êtes informé par le service de santé, par le service de ressources humaines d'un arrêt de travail qui a été envoyé par Sandrine, qui est d'une durée de 5 mois. Donc, c'est un arrêt de travail relativement long. Effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. Et vous, du coup, en tant qu'encadrant, est-ce que vous avez une idée des freins à la précocité des situations de reprise? Je vais vous ouvrir le sondage pour que vous puissiez y répondre. Je vais vous diffuser les résultats parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des soucis de diffusion de résultats. Donc, selon vous, quels sont les freins à la précocité du traitement des situations de maintien dans l'emploi lors des reprises suite à un arrêt long? Donc là, effectivement, la personne, vous avez été informé en tant qu'encadrant qu'elle n'était plus présente pendant 5 mois, mais par contre, effectivement, nous, on s'aperçoit au niveau opérationnel, dans les échanges avec vous, avec les correspondants handicap, avec les services RH, que parfois, on est informé beaucoup trop tardivement d'un retour éventuel. Et du coup, pour adapter ou aménager, si c'était nécessaire, la situation de Sandrine à son poste, ça peut poser problème. Alors, pour être directement en contact avec de nombreuses personnes en situation de handicap, elles se plaignent que lorsqu'elles ont un gros problème de santé et ne sont plus dans le cadre de leur poste de travail, alors que elles ont des collègues, elles ont des liens presque affectifs avec l'équipe, le manager, lorsqu'elles s'en vont parce qu'il y a un arrêt de travail, il y a une coupure totale avec l'équipe, les managers et elles n'entendent plus parler de personne. Alors, il y a un gros problème puisque effectivement, l'employeur n'a pas le droit de contacter la personne pendant une absence pour raison de santé parce que ça pourrait être pris pour du harcèlement. Mais ce qu'il en ressort en définitive de la part des agents que j'ai rencontrés, c'est qu'ils se sentent très seuls pendant cette période, a fortiori qu'ils n'ont pas de famille, ce sont des personnes isolées, souvent ça arrive. Et là est délicat, faut-il peut-être savoir comment reprendre contact avec la personne et savoir si c'est elle qui a envie, peut-être en envoyant un mail, un SMS, en disant je suis à ta disposition. Voilà. Il y a tout ça qui peut-être devrait participer aussi à une bonne reprise et à une reprise rapide de la personne, en tout cas suivant sa pathologie. Ce que je vous souhaitais voilà, vous dire par rapport à cette question. Donc effectivement, merci Madame Gouzy pour ces précisions et votre témoignage concernant les personnes en situation de handicap qui effectivement se sentent isolées quand elles sont en arrêt long. Mais ça, on l'a vu aussi avec cette période un petit peu particulière où quand on est à domicile et qu'on est éloigné de l'employeur, c'est parfois difficile de maintenir le lien. Donc, par rapport à vos retours, là, je pense que vous voyez tous les résultats. Effectivement, 53% indiquent que l'employeur n'a pas le droit de contacter la personne pendant une absence pour raison de santé. Les agents ne souhaitent pas que l'employeur garde le contact, cela est vécu comme une intrusion. L'employeur ne sait pas comment garder le lien. L'employeur n'a pas désigné qui allait prendre contact et les encadrants sont informés très tardivement du retour du collaborateur. À 89%, effectivement, vous êtes confrontés à ces situations-là concrètement quand vous êtes en emploi. Donc, réglementairement, et effectivement, c'est une situation un petit peu tendancieuse. C'est vrai qu'Élodie pourra peut-être préciser mes propos par la suite, mais l'employeur le rapport IGAS, en tout cas, de décembre 2017 sur la gestion de l'arrêt de travail et la reprise d'activité montre qu'effectivement,
il va être important de garder et de développer le dialogue social dans le cadre du maintien dans l'emploi, puisque plus on est éloigné de l'emploi et plus ça va être difficile de revenir. Par rapport au droit qu'a l'employeur à prendre contact avec les agents, c'est des choses qui sont tout à fait possibles si effectivement l'agent a affirmé qu'il était OK pour avoir un contact. L'objectif, c'est pas d'aller chercher l'information de qu'est-ce qu'il a, quand est-ce qu'il va revenir, etc. Mais c'est effectivement de prendre des nouvelles et d'informer l'agent que l'employeur est bien présent, qu'il a la possibilité d'appeler effectivement le service de santé pour éventuellement faire une visite de reprise, de pré-reprise, ou une visite à la demande s'il pense qu'effectivement sa situation peut impacter son retour à l'emploi ou qu'il peut le prendre contact effectivement avec l'assistante sociale ou éventuellement avec le correspondant handicap. Ça, c'est vrai que ça va être une réflexion organisationnelle qui va être importante, qui ne dépend pas forcément que de l'encadrant, parce qu'il peut y avoir chez certains employeurs, dans les pratiques et les bonnes pratiques qui ont été identifiées, des choses qui sont un petit peu systématiques. Il y a des courriers qui sont envoyés par les services RH après, par exemple, un certain nombre de jours d'absence. Par exemple, suite à 90 jours de congé maladie ordinaire, effectivement, il y a un passage en demi-traitement et il y a des employeurs qui ont pris le choix d'intégrer dans le courrier où ils informaient par rapport à la situation statutaire, d'indiquer que l'agent peut prendre contact directement auprès d'une personne un petit peu ressource par rapport à une réflexion sur un retour. On a également aussi des employeurs qui systématiquement, au terme d'un certain nombre de jours, l'assistante sociale va prendre contact avec la personne, va lui proposer effectivement de l'accompagner et après, libre à l'agent d'accepter ou de refuser. S'il refuse, effectivement, il faut accepter aussi ce choix-là, puisqu'il y a certaines situations médicales qui nécessitent effectivement une coupure et l'agent a besoin de ce temps-là. Et je ne parle pas de tout ce qui est RPS, où là, ça pourrait être vraiment vécu comme une intrusion, voire du harcèlement, où ça peut mettre en difficulté certains employeurs. Mais Elodie, je vous laisse repréciser peut-être mes propos. C'était déjà très très complet, Céline, hein. Je pense qu'il faut en effet retenir comme essentiel le besoin et l'expression de l'agent. Si l'agent ouvre une porte et sollicite une prise de contact, d'avoir des nouvelles, etc., bien sûr que vous pouvez le faire et qu'il faut le faire. Parce que au-delà du courrier RH, au-delà de l'assistante sociale, etc., les agents, ils peuvent surtout et avant tout avoir envie de continuer à échanger avec les collègues, de continuer à savoir un petit peu comment sont traités leurs dossiers. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent du retour, comment je vais devoir gérer, qui aura fait quoi, est-ce qu'ils auront suivi les process que moi je fais d'habitude, j'avais un dossier qui me tenait à cœur, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, enfin, voilà, il peut y avoir toutes ces questions-là qui sont finalement propres au service, propres à votre propre équipe. Au-delà du juridique, je pense vraiment qu'il faut peut-être un premier mail en disant voilà, on pense à vous, on pense à toi en fonction de si j'ai utilisé le tutoiement ou le vouvoiement. On est disponible. Dis-nous si tu as envie qu'on t'appelle ou qu'on échange, qu'on fasse une visio ou si tu veux plus du tout entendre parler de nous et on pourra tout à fait l'accepter et le comprendre. Comme le disait Céline, il y a des situations médicales, des situations de santé qui nécessitent réellement de couper complètement avec le travail. Ça n'a rien contre vous, ça ne veut pas dire qu'il vous aime plus, que voilà, il a tourné la page. Mais je pense notamment à tous les salariés, tous les agents qui vivent des vrais burn-out. Le burn-out, c'est une vraie maladie. C'est souvent un peu extrapolé, on va dire, mais ceux qui vivent réellement un véritable burn-out, le simple fait de recevoir un mail, même de coucou, ça va, on pense à toi, comment tu vas, ça va les plonger dans le monde du travail et dans des choses, des schémas assez négatifs et qui peuvent être très très graves pour eux. Donc il faut avant tout respecter ce que l'agent demande, tout simplement. Et c'est ça qui vous évitera aussi des difficultés en termes de RTS ou de harcèlement, enfin voilà, de choses qui peuvent partir sur du juridique par la suite. Merci Elodie. Donc du coup, quand l'encadrant va être informé par le service RH d'un retour de Sandrine, comment ils vont pouvoir accompagner le retour suite à la réunion, parce qu'il y a effectivement certainement des choses qui ont évolué aussi chez l'employeur. Ça fait 5 mois, il peut y avoir des changements, des personnes qui sont arrivées, des personnes qui sont parties. Enfin, comment l'encadrant peut faire?
Alors, la technique, la méthode que nous, on a créée au sein du réseau, je fais partie de deux entités. Le réseau Impulsion Consulting, où là, on est 50 indépendants à œuvrer sur les mêmes thématiques dans tout le territoire. Et puis, on est 5 à faire partie du pôle d'expertise et de recherche Exilience. Exilience, c'est une méthode relationnelle, une méthode managériale qu'on a créée maintenant il y a 6 ans, qui est la contraction de deux comportements qui sont pour nous clés, que sont l'exigence et la bienveillance. Pourquoi on a créé cette méthode-là? Parce que on s'est rendu compte sur le terrain qu'on a toujours été dans des excès. Pendant des décennies, on a connu un management et un fonctionnement dans les services très descendant, très autoritaire, avec peu de participatif. Depuis maintenant 3-4 ans, voire un petit peu plus, on est de plus en plus sur le management participatif, sur le monde des bisounours, sur l'entreprise libérée, sur les corbeilles de fruits et puis les billards dans les services. Nous, on est convaincus que dans un cas comme dans l'autre, on est dans le faux. Le monde du travail, c'est comme tout le reste, pour que ça fonctionne, une histoire d'équilibre. L'architecture, l'horlogerie, le corps humain, tout est équilibre. Donc pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas de l'équilibre aussi dans les relations humaines, dans notre façon de manager les équipes? Donc c'est pour ça qu'on a créé cette méthode-là, où finalement on va chercher au quotidien, dans toutes nos actions, dans tous nos échanges, à équilibrer les deux comportements clés que sont l'exigence et la bienveillance. L'exigence pour la partie de la productivité, de l'engagement, de la mise à l'effort, l'atteinte des objectifs, le dépassement même des résultats. Et puis la bienveillance pour la partie santé, santé des équipes, le climat social, pour la préservation des relations entre les équipes qui va être durablement entretenue et respectée. C'est ça qui va permettre de réduire l'absentéisme, le turnover, le présentéisme passif. Cette technique-là, l'idée c'est de la décliner au quotidien. Pour bien la décliner, il faut déjà qu'on s'attarde à savoir ce que c'est pour nous, dans cette définition-là, ces deux notions. La notion d'exigence, dans exigence, on la définit comme étant la capacité qu'on va avoir à demander des choses. À partir du moment où je suis dans une demande, je passe dans l'exigence. Il y a plusieurs reprises, je vous l'ai expliqué dans les exemples sans que vous le citez, mais à partir du moment où je demande à mon agent de faire quelque chose, je lui demande de m'expliquer, je suis dans l'exigence. Je rajoute à ça une notion importante qui va être la notion d'utilité et de nécessité. Il est important que ces demandes que je formule, elles soient utiles et nécessaires. Si je ne suis pas dans ce cadre-là, ça veut dire que je vais être dans un excès d'exigence, que je vais être dans une caprice, que je vais être dans de nouveau de l'autoritarisme. Et puis dans l'exigence, il y a un double équilibre. L'équilibre entre exigence et bienveillance, mais aussi l'équilibre entre ce que je vais demander aux autres et ce que je vais m'appliquer à moi-même. Donc l'exigence vis-à-vis des autres, ça va être de formuler des demandes. Et puis, je vais avoir une exigence vis-à-vis de moi-même, où là, on va plutôt parler d'exemplarité. Je vais m'imposer à moi-même ce que je demande à mes équipes. Peut-être, si tu veux bien, Céline, faire défiler les diapos, merci. Voilà, je vous disais la définition de l'exigence dans l'exigence. Et du coup, on va arriver sur la première partie de ce qui est notre outil, finalement, dans la méthode exigence, qui est la boussole. La boussole, elle est définie en 4 parties. Il y a juste la diapo d'après, Céline, s'il te plaît. En 4 parties, donc la partie de gauche qui est dédiée à l'exigence, la partie de droite qui sera la bienveillance. Et donc sur notre moitié, on a nos 2 quarts. L'exigence vis-à-vis de moi-même, où je vais être exemplaire, je vais m'appliquer ce que j'attends des autres, je vais tenir mes engagements, je vais reconnaître mes erreurs et je vais savoir mettre mon ego en veille. Tout ça, ça va vous permettre d'être exigeant vis-à-vis de vous-même. Donc ça demande des efforts, ça demande du travail. Et l'exigence vis-à-vis des autres, je vais formuler des demandes pour oser énoncer mes besoins et puis savoir me faire respecter. Sur le papier, c'est extrêmement simple tout ça, mais on se rend compte que c'est très difficile d'être dans l'équilibre au quotidien et en permanence. Ça demande beaucoup. La deuxième partie de la boussole, c'est la bienveillance. La bienveillance, la façon dont on la définit dans exigence,
c'est la capacité à vouloir le bien des autres. La capacité à vouloir le bien des autres, ça veut dire que pour être bienveillant, en tant que manager, je vais pouvoir parfois passer pour quelqu'un de méchant, de rude, de violent. C'est toute la différence entre la bienveillance et la gentillesse. Être bienveillant, ça peut nécessiter de pousser un membre de mon équipe peut-être énergiquement parce qu'il est en train de ne pas respecter les zones de circulation piétonne et puis qu'il y a un engin qui arrive en face. C'est un exemple que j'ai entendu à la radio il y a maintenant presque 2 ans, un témoignage d'une dame qui avait vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui avait vécu du coup la déportation. Et lorsqu'elle avançait avec sa petite fille vers le train, elle avait compris ce qui se passait. La petite fille lui tenait très fort la main parce qu'elle était petite, elle était angoissée, elle évoluait dans quelque chose d'inconnu et d'extrêmement effrayant. Donc plus la maman lui disait de lâcher la main, plus la petite fille lui serrait fort la main. Jusqu'au moment où la maman, elle a pris sa fille et pour la première fois de sa vie, elle lui a envoyé une grosse gifle. Évidemment, quand on est petite fille et qu'on reçoit la première vague de maman, on est vexé, on pleure, on lâche la main de maman. C'est ça qui a permis que la petite fille puisse témoigner toutes les années après. C'était un acte extrêmement bienveillant de la part de la maman, mais pour autant très violent pour la petite fille et pour ceux qui pouvaient observer tout ça. Donc être bienveillant, c'est aussi pouvoir imposer des règles pour le bien-être de ses équipes, pour le bien-être de ses agents. Si vous êtes dans un milieu où vous avez des EPI, les EPI c'est toujours problématique parce que il fait chaud, parce que c'est lourd, parce que ça fait mal aux pieds, la tête, au machin, etc. C'est le port du masque, c'est tout ce que vous voulez aujourd'hui. Imposer le port et le respect des consignes de sécurité, c'est être bienveillant vis-à-vis de ses équipes. C'est vraiment très très important ça. Ces 2 parties de la boussole-là, ça va nous amener du coup à se positionner, et là je vais vous amener du coup sur les curseurs de l'exigence et les curseurs de la bienveillance. L'exigence, quand vous allez pouvoir l'appliquer, ce qu'elle va apporter vis-à-vis des autres, c'est de la mise à l'effort. Dès lors qu'on est dans la mise à l'effort, on va être dans la progression, on va tirer les équipes et les individus vers le haut, et donc on va favoriser la réussite collective et individuelle, on va favoriser les changements. Ça va vous permettre d'avoir un plus grand respect vis-à-vis de vous-même et d'augmenter tout ce qui est confiance et estime de soi. Vis-à-vis de vous-même, vous allez gagner en légitimité et en crédibilité. Et de façon générale, vous allez du coup augmenter la performance collective de l'équipe. Si on arrive sur le petit curseur, la diapo qui est juste après, on va chercher à viser l'équilibre, donc qui est au milieu. Et ensuite, dès lors qu'on va s'éloigner de la zone du milieu, on va être dans des excès. Soit en termes de faiblesse, d'exigence, soit en termes d'excès et de beaucoup trop, du coup. Vous avez dans les échelles celui qui va être à peine trop peu exigeant, où là on va plutôt dire qu'il est passif, c'est-à-dire que c'est un manager qui voit les choses mais qui n'agit pas. Trop peu, c'est quelqu'un qui va fuir, il voit les choses, il a conscience des difficultés, mais par contre, il va fuir. Il va fuir de différentes façons. Soit il se met des œillères et puis il fonce droit devant comme si de rien n'était, soit il va utiliser des tierces personnes de façon détournée, et là on rentre dans la manipulation. Beaucoup trop peu, c'est quand on est dans le laxisme complet, quand on est face à des managers qui sont complètement soumis, qui ne sont pas bien dans leur basket, qui sont en très grande souffrance du coup face à leurs équipes. De l'autre côté, on va être sur des managers qui sont à peine trop exigeants. On va parler de personnes qui sont pointilleuses, qui vont s'attacher à des détails, qui vont systématiquement relire des courriers, remettre des virgules, des petites choses comme ça. Quand on est sur quelqu'un qui est trop exigeant, on est sur quelqu'un qui est plutôt critique, et beaucoup trop, on sera sur quelqu'un qui va être perçu comme étant intransigeant. Lorsque vous manquez d'exigence, il y a un vrai risque pour vous-même en termes de confiance en soi. Et lorsque vous avez un excès d'exigence, il y a un risque cette fois-ci pour les équipes et donc pour les interactions et les relations que vous allez avoir avec elles. Je vous laisse du coup chacun individuellement essayer de vous positionner sur ces curseurs-là.
Le rappel de la bienveillance, la capacité, je vous disais, à vouloir le bien des autres ainsi qu'à prendre soin de soi. On est toujours dans le double équilibre vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. La première notion, ça va être celle qui renvoie à la sincérité, donc l'envie sincère de voir les autres réussir, de voir les autres aller bien. Et puis, vis-à-vis de soi-même, ça va plutôt chercher à préserver sa santé. Donc, si on ramène ça dans notre boussole, on va compléter la deuxième partie, la deuxième hémisphère, donc la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Pour prendre soin de soi, la première chose, c'est qu'on n'est pas des warriors, on n'est pas des robots, on reste des humains. On a des émotions, donc on a le droit d'avoir peur, d'être triste, d'être en colère, d'être fatigué. On a le droit de se tromper. L'idée, c'est avant tout de le reconnaître et de mettre des mots dessus. J'ai dépassé les bornes, j'ai été en colère, j'ai surréagi, j'ai mal parlé, et ma foi, c'est fait, c'est comme ça. Par contre, je reviens dessus, j'en ai conscience, je m'excuse et j'indique que ce n'est pas le comportement qui est attendu d'un manager. Ne pas ruminer ses gênes ou ses insatisfactions. C'est ce qui malheureusement arrive trop souvent, souvent en plus par un semblant de bienveillance, en tout cas dans une intention qui est plutôt positive, sauf que c'est ce qui crée aujourd'hui beaucoup de pathologies, d'AVC, de problèmes cardiaques, d'ulcères, etc. Le cerveau humain, il fonctionne de la façon suivante. Vous avez quelque chose de négatif qui vous arrive. Vous avez trois façons de réagir. Soit vous avez l'instinct animal, c'est-à-dire on vous mord, vous allez par réaction mordre l'autre. Évidemment que c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans le monde du travail. C'est quelque chose qui ne sera pas toléré. Donc on va essayer d'éviter ça, on l'écarte. La deuxième solution, c'est celle qu'on rencontre malheureusement le plus souvent, c'est j'encaisse, je prends sur moi, j'enterre ça. C'est ce qui crée les sentiments de revanche. C'est ce qui amène votre collègue à vous dire non, il y a 2 ans, je me souviens très bien que tu m'avais dit ça, etc. Et en face, vous ne comprenez pas pourquoi il vous ressort un dossier d'il y a 2 ans, vous aviez complètement oublié. Ou c'est aussi ce qui amène les gens à complètement péter les plombs sur un détail. C'est l'effet cocotte-minute. J'ai entassé, et au bout d'un moment, ça explose. C'est le principe du disque dur interne finalement de notre cerveau. Dès lors qu'on a une information, un sentiment, une expérience négative, on a un délai de 21 jours. C'est scientifiquement prouvé, le cerveau, il a 3 semaines pour pouvoir s'habituer à quelque chose. À partir du moment où vous avez dépassé ce délai de 3 semaines, c'est imprimé dans le disque dur du cerveau. La seule façon que vous aurez pour vous en sortir, c'est d'aller sur des thérapies, sur des kinésiologues, etc. Donc, entre le moment où vous vivez quelque chose qui vous dérange, qui vous insatisfait, qui vous blesse, et ce délai des 3 semaines, il faut absolument que vous puissiez en parler. Il faut que vous puissiez l'extérioriser. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir être dans de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous allez protéger finalement votre organisme. Parce que tout ce que vous avez comme négatif, ça amène, ce que je vous disais, des pathologies, ça renforce le stress. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, dites-vous bien que ça finira par sortir. Mais souvent pas de la bonne façon. Et après, on a toutes les règles d'hygiène de vie propres à sa santé en termes de sécurité, de stress, d'hygiène de vie, d'accès aux soins, d'alimentation, de sommeil, etc. Pour la partie bienveillante vis-à-vis des autres, on va chercher plutôt à être positif, donc plutôt avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On va être dans l'écoute, dans la compréhension. Ça, vous avez compris que c'est quelque chose qui était important pour moi et je pense vraiment que c'est un vrai levier de management. Et puis, il va falloir chercher à plutôt faire preuve de tact, de politesse et à rester calme. La bienveillance, lorsque vous arrivez à la décliner, elle va avoir un double effet. Vis-à-vis des autres, elle va pouvoir permettre de travailler tout simplement dans un climat serein, d'augmenter la qualité de vie professionnelle et par effet domino finalement, de favoriser les conditions de développement de la motivation et de l'implication. C'est en travaillant sur ce levier-là qu'on arrive vraiment à réduire l'absentéisme, le présentéisme passif et puis le turnover. Les gens sont bien au travail, ils sont bien dans l'équipe, ils se sentent reconnus, écoutés, pris en compte, on leur donne la place, donc ils ont envie de rester. On a un exemple très concret proche de nous. Moi, je suis vraiment à la frontière suisse. On a tous les jours, des gens qui reviennent de Suisse, qui vont diviser par 3, par 4 ou par 5 leur salaire. Pas parce qu'ils cherchent avant tout du salaire, mais parce qu'ils cherchent des conditions de travail qui vont être proches de celles qu'on vient de décrire. Donc c'est ça aujourd'hui que les gens y recherchent. On peut en effet aller chercher des gros salaires pendant un temps,
mais les gens, ils ont vraiment envie de retourner sur quelque chose qui leur permette d'avoir quelque chose de plus équilibré entre la vie pro et la vie perso. Et les jeunes qui arrivent, la nouvelle génération, on dit souvent comment on manage les nouvelles générations. On les manage de la même façon que les autres, simplement. Elles nous rappellent qu'il faut qu'il y ait un vrai équilibre au quotidien dans les missions, et les gens, ils viennent au travail, certes pour avoir un revenu, etc., mais aussi et avant tout pour pouvoir s'éclater au travail, développer des nouvelles compétences, faire des rencontres, recevoir de la reconnaissance, etc. Et puis développer la bienveillance vis-à-vis de soi-même, ça a tout simplement un impact sur votre propre bien-être et sur l'espérance de vie. On sait bien que réduire le stress, c'est aussi réduire toutes les pathologies dont j'ai parlé juste avant. Donc, si on agit sur la bienveillance au quotidien vis-à-vis de soi-même, on va tout simplement éviter de faire un AVC à 40 ans et on le fera peut-être plutôt à 70. Pas très synthétique. Ou jamais. Ou jamais, c'est dans l'idéal, on est d'accord. Hein. Le curseur de la bienveillance, donc on cherche à être de nouveau dans l'équilibre, on est au milieu. Et si on manque de bienveillance, on va avoir un risque de relation dégradée. Si on est méprisant, si on est caustique, si on est complètement méchant, vous êtes bien d'accord que le manager il va être complètement coupé de ses équipes. Le risque en plus de ça, c'est qu'il y aura des répercussions sur le travail, puisque on va être coupé de l'information. Et puis, il y a des tas de choses qui se font sans qu'on le sache. Et à l'inverse, et c'est plutôt ces profils-là qu'on a en général dans les collectivités, où on a des gens qui sont trop conciliants, qui sont même compatissants ou alors vraiment gentils, qui ont envie de faire plaisir, qui ont envie de plaire, qui ont envie de séduire, qui ont envie que les gens se sentent bien au travail. Sauf que si on n'est que dans la gentillesse, et là, on est sur des relations qui sont inadaptées, qui ne sont pas propres au travail. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même là pour travailler, donc pour rendre un service, pour produire quelque chose. Voilà sur les deux notions clés qui sont importantes. Donc, par rapport à la situation de Sandrine qui est effectivement en arrêt, si on a bien retenu un petit peu les propos que vous avez dit, l'exigence qu'on aurait en tant que manager, c'est effectivement d'essayer d'inclure Sandrine, donc de garder effectivement le contact en tout cas, et de peut-être continuer à communiquer si elle l'accepte, hein, bien entendu. Je prends toutes les mesures en fonction des situations singulières que chacun vive. Et l'exigence par rapport à Sandrine, ça serait de savoir où elle en était dans les dossiers pour pouvoir faire des transitions auprès de l'équipe. C'est bien ça. Et par rapport à la bienveillance, vous pourriez peut-être préciser par rapport à la situation de Sandrine les éléments, quelques éléments. Alors, la bienveillance vis-à-vis de Sandrine, ça peut tout simplement être de dire que Sandrine, elle n'a pas du tout envie, elle n'a pas besoin de maintenir le lien. Et donc, dans ce cas-là, par bienveillance vis-à-vis d'elle, on va respecter finalement son besoin et donc on va s'interdire de lui envoyer des mails, de lui faire passer des comptes rendus de réunion, etc. La bienveillance vis-à-vis de soi-même, ça va être d'accepter, d'autoriser finalement qu'on puisse pas sauver tout le monde, qu'on ne puisse pas intervenir dans la situation de tous. Merci. Donc effectivement, après, quand on a des arrêts longs, le service RH et le service de santé va avoir des outils. Donc bien souvent, c'est vrai qu'il y a quand même des communications, ça rentre vraiment dans les pratiques de la plupart des employeurs maintenant. Donc, visite médicale de pré-reprise pour la fonction publique hospitalière et les contractuels des deux versants de la fonction publique qui peuvent être mobilisés à la demande de l'adjoint, du médecin traitant ou du médecin conseil, en fonction de la situation. Et la visite à la demande pour les fonctionnaires des agents de la fonction publique d'État et territoriale, puisque la visite de pré-reprise réglementairement, elle n'existe pas. Si vous communiquez dessus, tant mieux, parce que du coup, ça permet effectivement à l'agent d'être vu pendant la période d'arrêt auprès du médecin et de commencer à anticiper les situations au mieux pour favoriser le maintien dans l'emploi. Donc ça, cette communication-là, effectivement, si elle se fait tout au long de la vie, ou en tout cas que ça s'inscrit dans la culture de l'employeur, ce sera des choses qui seront peut-être aussi un peu automatiques par la suite. La visite de reprise, elle, est obligatoire pour le coup, effectivement. Pour la fonction publique hospitalière et les contractuels FPT, FPE, dans un délai de 8 jours maximum par rapport à la reprise. Mais on a vu que parfois, les situations nécessitent effectivement d'anticiper les aménagements et ça devient compliqué si on attend cette visite de reprise.
Et pour les titulaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique d'État, jusqu'à des évolutions réglementaires qui sont à venir. En tout cas, réglementairement, elles n'existent pas. Par contre, elles se mettent en place lorsqu'il y a des retours de congés longue maladie, de congés longue durée pour les saisines des comités médicaux et commissions de réforme. Et du coup, ça peut permettre aussi d'avoir ces préconisations médicales tant attendues pour aménager les choses. Donc, quand on a la chance, effectivement, en tant qu'encadrant, d'avoir pu conserver du lien, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose de préservé, on va pouvoir anticiper et proposer effectivement l'entretien de réaccueil, ou l'entretien en tout cas d'anticiper la venue et de rencontrer cet agent. Vous pourriez peut-être nous en parler du coup, Élodie? Oui, alors peut-être juste avant, pour en prendre la question de Régine Réseau qui demandait si le pardon pouvait être un levier de la bienveillance pour continuer à avancer. Là, ça n'engage que moi, c'est ma perception des choses. Je pense même que le pardon, finalement, il est plus un cadeau pour soi-même que pour les autres. Ça va en effet permettre de faire avancer les choses, faire preuve de résilience aussi. Mais finalement, par rapport à ce que je vous donnais comme élément tout à l'heure, pardonner à l'autre, c'est tout simplement aussi envoyer comme message à son cerveau que je traite plus du négatif. Je ne m'enferme pas dans quelque chose qui est négatif. Et le négatif, c'est ce qui va nuire finalement à votre propre personne, à votre santé physique, à votre santé mentale. Donc finalement, le pardon, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire à vous-même. Même si ça peut paraître un petit peu le monde des bisounours, etc. Moi, je suis vraiment convaincue de ça. Et vivre tout le temps dans le conflit, etc., ça a fait avancer personne. Mais la première personne qui, finalement, en empathie, c'est vous. Alors, comment on peut aborder l'entretien de réaccueil? Je vous propose une technique que vous allez pouvoir réutiliser dans tout type d'entretien. Dès lors qu'on n'est pas dans du recadrage ou qu'on n'est pas dans de la problématique. Donc, en dehors des entretiens picto, l'entretien de cadrage, c'est un entretien qui va commencer par mettre son auditoire, donc ça vous pouvez avoir une ou plusieurs personnes, dans le coma. Le coma, c'est le moyen mémotechnique qui va vous permettre de vous souvenir de ça. Le coma, c'est 4 étapes. La première étape, ça va être le contexte. On va chercher à rappeler dans quel cadre on se rencontre, dans quel cadre on s'inscrit, on se situe. Pourquoi cette réunion-là, cette rencontre-là, elle a été organisée, sur quelle base de calendrier, est-ce qu'il va y en avoir d'autres de prévus? C'est quelque chose que vous pouvez également utiliser en introduction de vos réunions de service. Le O, on va être sur l'objectif. L'objectif de l'échange, c'est quoi? Pourquoi on est en train de se réunir aujourd'hui? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je veux faire finalement à la fin de l'entretien, dans 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes? Le M, un petit souci avec le diapo, ça va arriver. Le M, c'est les modalités que je vais utiliser pour pouvoir atteindre cet objectif-là. De quel temps on dispose? Quelles vont être les différentes étapes de travail, à quel moment l'autre va pouvoir s'exprimer, tout simplement. Et puis, on va être sur la dernière étape, qui est un petit peu comme le haut d'obtenir l'engagement, où là, on va chercher à obtenir l'accord de la personne ou l'accord du groupe, simplement sur finalement ce qui vient d'être énoncé en termes de contexte, d'objectifs et de modalités. Est-ce que ce que je viens de vous présenter, ça vous convient? Ça permet tout simplement d'éviter d'être coupé lorsque vous êtes en train de vous parler et que ce n'était pas prévu qu'il y ait des échanges. Ça permet de temporaliser les choses. Les acteurs de l'entretien se sont engagés sur le timing qui était défini d'une demi-heure, donc c'est pas possible de décrocher un téléphone au bout de 15 minutes. C'est pas possible de dire du coup je m'en vais au bout de 20. D'accord? C'est des choses qui sont prédéfinies à l'avance. Et s'il n'y a pas d'accord, est-ce qu'il y a correction possible? On a besoin d'une demi-heure et puis l'agent est en train de me dire que lui, il a que 10 minutes devant lui parce que derrière, il y a quelque chose que moi, je n'avais pas identifié. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est moi qui m'adapte? Est-ce que 10 minutes, ça va être suffisant pour l'échange? Ou alors, est-ce qu'on décide d'un commun accord de reporter? Ça va éviter tout simplement toutes les difficultés qu'il peut y avoir après. Et du coup, si on l'applique à la citation de Sandrine, ça va nous donner quelque chose de cette couleur-là. On va rencontrer Sandrine. Donc, en premier lieu, on va lui présenter le contexte. Sandrine, j'ai souhaité vous rencontrer aujourd'hui suite à votre retour au sein du service après 5 mois d'absence. C'est factuel. On est toujours sur la même base des choses. Pas besoin d'en dire plus. On va lui indiquer notre objectif. Pour quelles raisons on la rencontre aujourd'hui. Donc, l'objectif
de notre échange, c'est de vous permettre de reprendre votre travail dans les meilleures conditions possibles. On va indiquer les modalités de cet échange-là. Pour ce faire, je vous propose de vous faire un état des lieux des principales évolutions qu'il y a eu en votre absence en termes d'organisation et puis de gestion sur vos dossiers, qui a pu faire quoi, de définir ensemble les missions et les tâches que vous allez progressivement reprendre, les éventuelles adaptations qui seront nécessaires pour vous. J'ai bien conscience qu'il y a un certain nombre de choses qui vont devoir évoluer. Et du coup, j'attends en retour de votre part, lors de cet échange, que vous puissiez vraiment me faire part, en toute confiance, toutes les questions que vous pouvez avoir, les besoins et éventuellement les craintes ou les peurs que vous pourriez avoir à reprendre votre travail. Et on va terminer donc avec le A de accord. Est-ce que cette façon de procéder vous convient? Une heure d'échange me semble nécessaire. Est-ce que c'est possible pour vous? Et là, vous avez quelque chose qui en 2 minutes est complètement cadré. En face, la personne sait exactement à quoi s'attendre, qu'est-ce qui va se passer pour elle, comment elle va pouvoir s'inscrire là-dedans. Elle sait exactement avec quoi elle ressort à la fin. Merci Élodie. Donc effectivement, quand le manager, je pense que vous avez, vous, dans vos pratiques, été peut-être soumis à ces situations un petit peu compliquées, de retour d'un agent longue durée, comment vous vous êtes approprié ce temps d'échange que vous pouvez mettre en place, soit en amont du retour parce que vous avez gardé un lien et l'agent a accepté de venir vous rencontrer, soit après lors du retour, le premier jour de son retour. Si vous souhaitez partager un petit peu vos témoignages, n'hésitez pas. En tout cas, moi, j'entends qu'effectivement, ça va être aussi important pour le manager avant de prendre contact, en tout cas avant de faire cet entretien de réaccueil, d'avoir tous les éléments en tête, effectivement, par rapport aux éventuels changements qu'il y aurait eu durant l'absence de l'agent, le contenu du poste qui aurait peut-être pu évoluer, faire aussi le point avec les autres personnes, soit service RH, soit correspondant handicap, soit médecin du travail, pour essayer d'identifier si il y a peut-être eu une visite de pré-reprise, une visite à la demande, qu'il y a des éléments particuliers à connaître de la situation, est-ce qu'il y a des préconisations, oui, et comment aussi après on va réintégrer la personne dans le collectif de travail, parce que là on a effectivement vu un cadrage d'entretien pour travailler avec l'agent, mais effectivement cet agent a quitté un collectif de travail sur une longue durée, donc le collectif de travail aussi a évolué et il va falloir réintégrer à nouveau cette personne. Comment on peut accompagner en tant qu'encadrant cela? C'est très différent en fonction de si justement le lien il a été maintenu avec l'agent pendant la période d'absence, s'il y a eu des échanges avec ses collègues, s'il y a eu des informations qui ont été remontées ou pas. Dans tous les cas, il faut bien se rendre compte qu'on ne revient pas de 5 mois d'absence pour raison de maladie, et puis dès le premier jour, dès la première heure, on va pas être 100% opérationnel, c'est pas possible. Donc ça, il faut l'anticiper au niveau du collectif, il faut bien les préparer à ça. Super, Sandrine revient, on est content de la retrouver. Par contre, Sandrine, elle ne va pas être la même qu'il y a 5 mois. Il va falloir laisser le temps de se réadapter. Si par la suite, il y a eu en plus des modifications de process, des nouvelles lois, etc., comme ça peut arriver dans tous ces secteurs-là, ça bouge tellement souvent qu'il va falloir du temps aussi pour se remettre un petit peu là-dedans. Si en plus elle revient alors que le Covid n'était pas encore passé par là et qu'elle intervient dans un milieu hospitalier, il y a encore plus de process qu'il va falloir prendre en compte et respecter. Donc tout ça va être à prendre en compte aussi, et l'accompagnement managérial que vous allez avoir ne sera pas le même. Le retour d'un agent dans un collectif de travail, il se prépare avec l'équipe avant. C'est ce qui va vous permettre, en effet, comme le disait Céline, de pouvoir préparer l'entretien de réaccueil. Et juste, je précise, je vois dans les commentaires, vous parlez beaucoup des visites finalement obligatoires, après les 3 mois, les visites obligatoires avec un travail, etc. Pensez bien que vous avez juridiquement l'obligation de rencontrer les agents, mais c'est simplement un acte managérial indispensable pour permettre finalement de recréer le collectif et puis de retrouver la place de chacun. Et moi, je pense que même dès lors qu'on est à un mois d'absence, c'est déjà énorme, et donc ça va nécessiter de toute façon un entretien de réaccueil managérial, même si on n'est pas sur un entretien juridiquement prévu.
On prépare donc le retour de l'agent quand on le peut, hein, parce que je sais que des fois, on est sur des renouvellements d'arrêt et puis on ne sait pas toujours quand les gens reviennent. Mais je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut avoir au long cours. Finalement, à chaque fois qu'on a une réunion d'équipe, ben, on parle aussi de ceux qui ne sont pas là, de comment on peut les réintégrer si demain ils reviennent, quelles traces on peut laisser sur le travail qui est fait sur leur dossier, sur les patients que Sandrine accompagne, etc. Et puis, je pense qu'il faut être dans la proposition et vraiment dans la construction avec l'équipe en demandant à chacun comment il envisage finalement le retour de Sandrine, qui peut organiser différemment son travail pour être peut-être en soutien de Sandrine les 2 premières semaines. Ça va être toutes ces choses-là qu'il va falloir discuter en équipe de façon à ce que lorsque Sandrine revient, on ne soit pas dans des querelles de cours d'école et de dire bah non moi j'en ai fait plus, etc. Tout ça finalement il faut que ce soit anticipé, il faut que ce soit décidé en collectif, en équipe avant le retour de l'agent. Là on est dans la situation idéale, on est bien d'accord. Merci Elodie, effectivement, hein, c'est ce dialogue, c'est cette communication effectivement qui est importante et qui va permettre d'accompagner les agents qui rencontrent des problématiques de santé à se faire reconnaître effectivement en situation de handicap et à accepter effectivement l'accompagnement proposé par l'employeur pour qu'il puisse mener à bien ses missions et qu'il puisse se sentir bien dans son collectif de travail. Donc, si vous avez des questions avant qu'on clôture cette matinée, nous pouvons encore prendre quelques instants pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous les soumettre. Ça va être important. Non. Donc du coup, on va clôturer. Donc c'est vrai qu'on a pu voir sur aussi bien dans le cadre du module que vous avez peut-être suivi, parce que j'ai vu qu'il y avait 160 connexions sur le module e-learning qui avait été mis à disposition sur le site, le webinaire dernier et ce webinaire aujourd'hui, que plusieurs éléments vont influencer cette démarche de maintien dans l'emploi et le pronostic justement de retour en emploi des agents rencontrant des difficultés de santé et rencontrant une situation de handicap. Donc c'est vrai que la démarche n'incombe pas à vous seul en tant qu'encadrant et c'est effectivement souligné, ça a été souligné à plusieurs reprises. Il est essentiel d'avoir une réflexion pluridisciplinaire pour prendre en compte l'ensemble des facteurs qui sont liés à cette démarche, que ce soit l'agent lui-même et ses problématiques de santé qui vont avoir des répercussions ou des retentissements vraiment singuliers et individuels, des facteurs liés à l'employeur et à l'environnement dans lequel va évoluer la personne. Effectivement, si vous êtes chez un employeur où il y a une politique handicap active, ça va permettre de faciliter aussi l'accompagnement de cette personne, puisque vous avez une personne ressource qui est vraiment identifiée, qui est le référent handicap, le correspondant handicap, ou chargé de maintien dans l'emploi. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs dénominations, mais en tout cas sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Ou encore des facteurs liés à sa situation au regard des droits. C'est vrai qu'on avait quelques services RH ou quelques correspondants handicap et c'est vrai que accompagner une démarche de maintien dans l'emploi, ça nécessite aussi de prendre en compte tout ce statut qui va être lourd parfois pour certains agents parce que c'est pas toujours très compréhensible ni par le collectif de travail, ni par l'agent, ni parfois l'encadrant qui peut être confronté à ces difficultés-là. Donc c'est effectivement complexe, mais en tout cas on peut y arriver. On a aussi appris, on a eu la présentation de plusieurs outils qui, je l'espère, vont pouvoir vous étayer dans vos démarches et dans vos missions d'encadrant auprès des personnes que vous allez accueillir et accompagner dans le cadre de leurs problématiques de santé ou de leur situation de handicap. En tout cas, on vous remercie de votre présence et je vais céder la parole pour clôturer la journée à Elodie et ensuite à Madame Gouzy. Merci beaucoup à vous de votre présence, de votre participation, des questions, des situations que vous avez bien voulu partager avec nous. C'est ça qui fait la richesse de ces temps-là de formation. J'espère vraiment que vous arriverez à vous saisir des quelques outils partagés, que vous arriverez à les décliner, qui vous seront utiles, qui seront utiles pour vous et puis pour vos équipes. Donc belle continuation à vous et peut-être à bientôt. Au revoir. Bon, eh bien, je souhaitais terminer cette deuxième session de formation des managers
en remerciant tous les participants. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entraide entre les différents référents handicap qui répondaient les uns aux autres et essayaient de se compléter. Je vous rappelle que que j'ai monté le 12 le premier club des référents handicap, notamment pour euh, participer à ce genre d'échange et d'interaction entre les différents référents handicap, mais aussi concernant une bourse de la mobilité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce club des référents handicap. Également, ce que je souhaitais vous rappeler, c'est que la mission Handipact s'arrête aujourd'hui. La deuxième génération des Handipacts dans toute la France, mais également dans le Grand Est, s'arrête aujourd'hui. Donc, il n'y aura plus d'intervention du Handipact jusqu'à la reprise de la troisième génération. Et pendant ce laps de temps sera désigné celui qui a remporté le nouveau marché. Et au 1er mars, s'il n'y a pas de retard sur l'ensemble de la France, parce que tous les handipacts seront désignés et recommenceront le même jour, c'est-à-dire le 1er mars, il y aura la reprise des handipacts et de leur accompagnement auprès de vous, référents handicap, mais également des DRH et des employeurs. Voilà, donc pendant ce laps de temps, je vous rappelle que je demeure à votre disposition par messagerie, mais aussi par téléphone, pour vous accompagner et répondre à l'ensemble de vos questions, de vos interrogations, pour dénouer également des problématiques via mes correspondants au siège. Voilà. Que puis-je encore vous signaler? Oui, évidemment, 2021, la campagne de DOTH sera complètement dématérialisée et en ligne et gérée par le siège. Donc, sur le site du FIPHSP, il y aura des tutos qui vont être mis en ligne par Laure Bernard, qui est la personne qui était à la gestion et à l'animation des différents webinaires que nous avons organisés cette année, l'année précédente. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire au tutoriel et à poser vos questions sur la déclaration des OETH qui commence en février. Voilà. Je vous souhaite une très belle année avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de liberté dans votre tête et également physiquement. Et puis je vous dis à très très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir.